Bonjour à tous et merci au laboratoire Pasteur de nous avoir associés à cette idée académique. Nous avons eu l'occasion dans le passé d'y assister en Tunisie et ça a été toujours des moments d'échange extrêmement intéressants. Et c'est un plaisir pour moi aussi de venir parler de l'état des lieux de la dialyse péritonéale. Et comme vous le constatez depuis 2 ans, j'ai été nommé chair au niveau de la Société internationale de dialyse péritonéale pour pousser au développement de la dialyse péritonéale en Afrique particulièrement et surtout dans notre région. Justement, dans cette partie, nous allons essayer de voir l'insuffisance rénale chronique dans notre continent, la situation de la dialyse péritonéale en Afrique dans le monde, et puis nous essaierons de montrer les difficultés d'un programme de dialyse péritonéale chronique en Afrique subsaharienne, les obstacles à son développement, et proposer des pistes de solutions. Alors, l'insuffisance rénale chronique en Afrique, dans ce très grand continent qui fait 20% de surface de la Terre, avec près de 2,5 milliards d'habitants qui constituent 16% de la population mondiale, avec 55 pays. Alors, les maladies rénales, ils posent un véritable problème de santé publique. Excusez-moi. Et comme vous le constatez aussi, 90% des patients dialysés dans le monde se trouvent dans les pays développés. Et ces pays développés, en termes de population, ne représentent que 20% de la population mondiale. Alors, et si on se base sur les données du Global Kidney Health Atlas de 2019, on dit qu'en 2010, il y avait 2 600 000 personnes qui sont dialysées dans le monde. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a près de 5 millions qui sont laissés pour compte, qui n'ont pas accès à la dialyse. Et les projections nous donnent en 2030 5 400 000 dialysés dans le monde. Et malheureusement, il y aura plus de 10 millions de personnes qui auront besoin de la dialyse et qui n'auront pas accès à la dialyse, si justement rien n'est fait dans ce sens. Et naturellement, là où ça va se sentir le plus, c'est dans les pays en développement. Vous voyez que sur le plan mondial, dans les pays européens, aux États-Unis, la croissance de la dialyse sera faible en termes de prévalence dans ces populations. Par contre, c'est surtout dans le reste du monde, et plus particulièrement en Afrique, qu'on aura une forte croissance de la demande en dialyse qui peut parfois dépasser les 10%. Et quand on voit en Afrique qu'il y aura des croissances en termes de prévalence de la maladie rénale chronique qui va aller de plus de 50 à 150% dans les différents pays, comme on a vu ici, les marges de progression dans certains pays comme au Cameroun, comme au Kenya, etc., où justement sur quelques années, on a observé une forte augmentation de l'incidence de la maladie rénale chronique. Et nous avons réalisé cette méta-analyse, cette revue dans l'Ancet Global Kidney Health en 2017. Et ce que nous avons retenu ici, c'est qu'en Afrique, après une revue de la littérature concernant près de 25 000 patients et près d'1 millier d'enfants sur une durée de 15 ans, il y a 96% des adultes et 95% des enfants qui décèdent faute de dialyse. Et parmi ceux qui sont dialysés, on a surtout des adultes incidents et des adultes prévalents. Et on note aussi que 84% des adultes incidents et 5% des adultes prévalents vont arrêter la dialyse faute de moyens de pouvoir continuer le traitement. Et si on voit en Afrique la distribution des modalités de dialyse, on voit la prédominance écrasante de l'hémodialyse dans les différents pays. Et dans quelques rares pays, on voit la dialyse péritonéale, au Congo, au Sénégal, au Malawi. Et vous voyez aussi, c'est surtout dans les pays du Maghreb où on a donc quelques programmes de transplantation. Si on se fie ici sur l'enquête de l'ASN Africa Board, qui était menée donc sous la direction du professeur Benoît. Et
il y a près de 126 000 patients prévalents en hémodialyse en Afrique. Et comme on voit ici, c'est surtout dans les pays d'Afrique du Nord où on a des prévalences qui passent de près de 200 000 par million d'habitants à près de 900 000 par million d'habitants dans les pays. Mais quand on regarde par contre en Afrique subsaharienne, ici, on voit cette courbe qui baisse, hein, et parfois donc, il y a des pays où il y a vraiment peu de patients qui sont hémodialysés. Et cette disparité, on le note ici parce qu'effectivement, on voit que l'Afrique du Nord, c'est là-bas où on retrouve près de 80% de la population démondialisée en Afrique. Et vous voyez, au niveau de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest, on a moins de 10% de dialysés dans cette population dialysée au niveau de l'Afrique. La moyenne globale est de 116 par million d'habitants, mais c'est surtout en Afrique du Nord où on a des taux qui dépassent les 500 dialysés par million d'habitants, alors que ici, donc on a des chiffres quand même très bas. En Afrique de l'Ouest, autour de 20, en Afrique centrale, autour de 7, en Afrique de l'Est, autour de 24. Alors, et quand on regarde justement en Afrique du Nord aussi, la prévalence chez ces malades mondialisés, c'est surtout donc la Tunisie ici en tête, hein, et puis ensuite on a la Libye, l'Égypte, le Maroc, hein, et l'Algérie. Alors, mais on observe aussi que dans ces différents pays, suivant l'évolution des enquêtes, on a des modifications. Alors, et dans ces pays-là, tout le monde n'a pas accès à la dialyse. Ici, on note au Cameroun, au Mali, en Tunisie, où on rapportait toute la demande, et aujourd'hui au Maroc, toute la demande est presque satisfaite, mais si vous allez dans certains pays, il y a près de 10% de la demande qui est satisfaite, hein, par rapport aux malades qui en ont besoin. Hein, donc au Sénégal, c'est environ la moitié des patients qui en ont besoin, qui peuvent avoir accès à la dialyse. Et il y a aussi un aspect extrêmement important qu'on retrouve en Afrique, c'est que certains patients, comme ici, vont arrêter leur séance de dialyse moins de 2 mois après le démarrage. Par exemple, ici, plus de 50% des patients. Et ça, on l'a noté au Nigeria dans une étude qui a été publiée par notre ami Fatihou. Et c'est quand même extraordinaire. Au bout d'1 mois, vous avez plus de la moitié des patients qui commencent la dialyse qui arrêtent. Pourquoi ils arrêtent? Parce que justement, la grande majorité de ces patients payent la dialyse de leur propre poche ou hein, des frais financiers générés par la famille. Et donc, vous voyez, tous ceux qui sont en vert, c'est ceux-là qui sont pris en charge par le gouvernement. Et ça, on les retrouve, par exemple, au Soudan, en Mauritanie, au Tchad. Et l'assurance maladie, on les retrouve surtout dans les pays d'Afrique du Nord, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, hein, avec l'intervention de l'État aussi. Mais nous avons encore, comme en Éthiopie ici, hein, bien au Nigeria, donc les patients qui se prennent en charge eux-mêmes. Et donc, naturellement, on peut comprendre que justement après quelques années qu'ils puissent arrêter. Et si on regarde aussi un gros problème dans la croissance, c'est le problème des ressources humaines, des néphrologues. Et quand vous voyez ici, dans les pays d'Amérique du Nord, où on peut compter jusqu'à 24 néphrologues par million d'habitants, dans les pays d'Afrique, hein, et donc dans les pays à faible revenu, on a souvent moins de 4 néphrologues par million d'habitants. Et quand on voit globalement les pays à faible revenu, donc il y a moins d'1 néphrologue par million d'habitants, alors que dans les pays donc, développés, nous avons plus de 28 néphrologues par million d'habitants. Et quand on regarde au niveau de l'Afrique aussi, on voit cette différence entre les pays d'Afrique du Nord, ici en Tunisie, en Égypte, etc., où on peut compter près de 10 néphrologues par million d'habitants. Mais par contre, dans les pays d'Afrique subsaharienne, souvent, il y a moins de 2 néphrologues par million d'habitants. Et ce gap a essayé d'être comblé au niveau de certains pays, comme ici à Dakar, où on a ouvert une école de néphrologie depuis 2008, parce que justement, avant, les néphrologues sénégalais allaient en France, et puis après, cette voie s'est fermée, parce qu'il y avait plus de diplômes qui étaient donnés à ces pays.
Et donc, avec une école comme l'école de Dakar, qui a été fermée en 10 ans, ici le total n'est pas sorti, c'est 104 néphrologues, nous sommes actuellement à 120 néphrologues venant de 21 pays d'Afrique francophone. Mais bien sûr, il y a aussi des pays comme le Maroc qui envoient des néphrologues, des étudiants se former au Sénégal. Et donc, vous voyez ici, ça permet de combler un peu le gap. Alors, quelle est la situation de la DP en Afrique et dans le monde? En Afrique subsaharienne, la dialyse péritonéale comme moyen de traitement de l'insuffisance rénale aiguë et ibuprofène. Mais justement, ça demande à être développé. Et lors de cette conférence à Dakar, on a regroupé les différents pays qui utilisaient la dialyse péritonéale comme moyen de traitement de l'insuffisance rénale aiguë. Et là, aussi bien en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, etc., on a répertorié plus de 200 patients, et surtout des enfants. Et il faut savoir que c'était dans le cadre d'un programme du Saving Young Life, qui est piloté par la Société internationale de néphrologie, mais aussi par la Société internationale de dialyse péritonéale et une ONG caritative, SKC Center. Donc, et l'objectif, c'était de sauver des vies, donc de mettre à la disposition de ces médecins une technique qui permettait, dans des contraintes difficiles, de sauver des vies. Et donc, ce programme se déroule avec beaucoup de succès. Alors, la dialyse péritonéale au cours de l'insuffisance rénale chronique, comme vous le savez, dans le monde, la prévalence est quand même autour de 10%. Et parmi ces près de 200 000 personnes dans le monde, la grande majorité, près de deux tiers des cas, sont traités dans les pays développés. Alors, et si on voit, par exemple, dans les pays développés, le top 5 en termes de nombre de patients, le Mexique, avec plus de 40 000 patients, les États-Unis et la Chine. Par contre, en termes de prévalence par million d'habitants, on trouve Hong Kong, qui a un programme de PD First. Et là, on verra que c'est extrêmement intéressant de mettre la dialyse péritonéale comme une politique de santé, en fait, érigée par un gouvernement. C'est ce qui donne ces résultats en Hong Kong. Au niveau de Mexique aussi, ils ont un programme assez costaud, et au niveau de Salvador. Alors, en Afrique du Nord, où on retrouve 93% de la population dialysée africaine, malheureusement, la dialyse péritonéale, en termes de prévalence, est assez faible. Moins de 5% des patients sont en dialyse péritonéale. Et ces données que nous devons à Baxter et quelques collègues, on voit que, par exemple, ici, en Algérie, sur près de 23 000 patients en hémodialyse, on a près de 1000 patients qui sont donc traités par dialyse péritonéale et 109 en DPA. En Tunisie, sur près de plus de 10 000 patients, nous avons 345 avec 224 en DP. Et au Maroc, sur près de 30 000 patients, plus de 30 000 patients hémodialysés. Vous voyez, on a en DP que environ 200 patients. Ce qui montre qu'il y a encore beaucoup de possibilités d'améliorer ces chiffres-là. Alors, en Afrique subsaharienne, la majorité des patients traités par dialyse péritonéale résident en Afrique du Sud. Et donc, ça fait près de 2000 patients maintenant, avec les données que nous avons réactualisées. Ça, c'était le registre de 2016. Et on se rend compte, par contre, ce qui manque souvent, c'est un programme. Parce qu'il y a quelques médecins qui, dans certains pays, essaient de faire de la dialyse péritonéale, mais très souvent sans le soutien. Et ce qu'on a pu obtenir au Sénégal, c'est un programme qui est piloté par le ministère de la Santé. Et au Soudan aussi. Alors donc, dans certains pays, comme vous le voyez, il y a des néphrologues qui essaient de mener par eux-mêmes. Alors, quand on voit en Afrique subsaharienne, c'est en Afrique du Sud où on a près de 2000 patients qui sont en dialyse péritonéale, dont plus de 200 en DPA et plus de 7000 personnes hémodialysées. Au Soudan, c'est entre 100 et 200. Au Sénégal, on a 65 patients qui sont en dialyse péritonéale, dont une dizaine de patients en DPA, sur 1200 hémodialysés. Et dans les autres pays, comme le RD Congo ou le Kenya, on a entre 1 et 5 patients qui sont en dialyse péritonéale continue ambulatoire.
Alors, le programme de l'Afrique du Sud a démarré depuis 1987. Ce pays compte plus de 150 néphrologues, avec près de 2000 patients maintenant en dialyse péritonéale. Mais vous voyez, c'est encore moins de 20% de la population dialysée en Afrique du Sud qui est traitée par dialyse péritonéale, donc ce qui pourrait être encore amélioré. Alors, le Soudan aussi, qui a un bon programme, mais avec beaucoup de difficultés. Vous avez connu l'embargo donc qui s'abat sur ce pays-là. Et comme malheureusement tous les produits sont importés de l'extérieur, parfois l'embargo est parti jusqu'à gêner donc la fourniture de ces produits au niveau du Soudan. Au Sénégal, nous avons démarré notre programme depuis 2004. Aujourd'hui, on compte une trentaine de néphrologues et donc avec une population maintenant qui est en BP de 5,5%. Alors, ce programme au Sénégal a été démarré en 2004. C'est vrai que c'est le moment de rendre un grand hommage à Baxter, qui a cru à un programme qui pourrait monter dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et c'est là, avec la collaboration avec le ministère de la Santé et les néphrologues sénégalais, on a pu monter ce programme qui n'était pas évident au début, très difficile d'ailleurs, je devrais dire, parce que au tout début, le coût devait être supporté par le patient et ce n'était pas un coût aisé parce que le malade devait payer $1 300 par mois. Et les fonctionnaires pouvaient être pris en charge à 80%, mais ils devaient contribuer pour 20%. Et donc au début, ça a été assez difficile de recruter des malades. Mais grâce à l'instauration de ce programme, on a pu montrer à l'État que c'est possible d'avoir une dialyse à moindre coût. Et c'est ainsi que lorsque l'État a commencé à mettre la main en 2012, ils ont commencé par dire, bon, on pourrait par exemple subventionner totalement la dialyse péritonéale et subventionner par exemple à 80% l'hémodialyse. Et donc on a commencé par Baxter. Et comme c'est une histoire de marché d'appel d'offres international, on a eu à changer de partenaire, puis on est revenu aux premiers amours. Et actuellement, donc, on travaille avec Baxter au niveau du Sénégal. Et donc, la demande était très importante. Comme toujours, on a tourné autour de 60. Et vous voyez l'âge moyen de nos patients. C'est quand même 47 ans comparé aux patients qui démarrent la dialyse en Europe. Avec des moyennes d'âge de plus de 60-70 ans. Et on prenait des malades qui n'habitaient pas du tout la capitale, et ceci était extrêmement. Alors, le peu de péritonite qui était toujours la hantise des collègues néphrologues en Afrique subsaharienne était quand même honorable autour des épisodes par 20 patients. Et donc, le problème qu'on a eu au début, c'est surtout le problème de la bactériologie avec les infections péritonéales, et nous avons vu que progressivement on a pu améliorer ces chiffres qu'on va vous montrer tout à l'heure. Alors, les obstacles à ce développement de la dialyse péritonéale en Afrique subsaharienne, nous pensons qu'un gros problème, c'est l'absence de politique de sécurité sociale. Vous savez, l'assurance maladie, malheureusement, dans beaucoup de ces pays est inexistante, et donc très souvent la famille est obligée de mettre la main à la poche ou le patient pour subvenir à ses besoins, comme ça a été le cas au Sénégal au début, donc entre 1300 et 1500 $ par mois. Et finalement, avec un bon plaidoyer, l'État a pris en charge totalement la dialyse péritonéale avec une politique de gratuité qui a été assurée par la couverture maladie universelle. Alors, en Afrique du Nord aussi, ces réalités et ces problèmes, et on pense que l'hémodialyse étant moins contraignante et plus rentable pour le praticien, il y a encore l'hémodialyse qui écrase. Et donc, nous pensons qu'il y aura aussi des possibilités d'améliorer les choses. L'autre problème en Afrique aussi, c'est que la dialyse péritonéale peut, dans certains pays, être plus chère que l'hémodialyse. Et ça aussi, c'est quand même un gros souci. Parce que tout simplement, les produits sont importés de l'extérieur. Parfois en Inde, il nous arrivait que nos produits viennent de l'Inde, etc. Et parfois, quand j'ai calculé au niveau de notre programme, notre poche coûtait 2 fois plus cher pour le Sénégalais que pour le Français.
Donc il y en a quelques collègues en France qui me disaient, mais vous, on aurait pu acheter la poche et vous l'envoyer à Dakar et ça vous reviendrait moins cher. Alors maintenant, l'aspect logistique aussi, l'indisponibilité de laboratoires bactériologiques. C'est vrai que pour développer un bon programme de dialyse péritonéale, il faut quand même des labos de bactéries de soutien pour améliorer la prise en charge. Donc, et là, par exemple, au Soudan, au Sénégal, là, on avait au début du programme près de 51% de cultures négatives. Mais quand on a mieux travaillé avec les microbiologistes, les sensibiliser, avec l'acquisition de matériel performant, on a commencé à réduire de façon drastique les cultures négatives qui sont passées à 35%, puis aujourd'hui autour de 25%. Alors, le problème de soutien logistique pharmaceutique aussi est un gros problème. Parce que ce n'est pas les néphrologues seulement qui font un programme de dialyse. Il faut derrière une pharmacie nationale d'approvisionnement performante qui fait les bons commandes, qui manage les produits, qui les stocke bien. Parce qu'au début, on a eu des problèmes de stockage de produits dans des conditions qui n'étaient pas adaptées. La commande des produits de consommation, on trouve beaucoup de difficultés parfois parce que. Mais surtout, le gros problème qu'on a aussi, c'est l'acheminement des consommables vers les patients. On a vu au Sénégal un malade qui habitait à 500 km venir jusqu'à Dakar, louer un taxi, y mettre tout son produit et payer près de 50 ou 100 euros pour retourner chez lui. Et ça, tous les 2 mois, parce qu'on ne peut pas lui donner pour le stock de l'année ou des 6 mois. Et ça, ce sont des obstacles réels à l'augmentation des performances. Naturellement, dans certaines régions d'Afrique aussi, il y a des conditions de promiscuité qui dépendent du niveau de vie de ces populations. Il y a des gens qui habitent, ils ont 2 chambres, et dans chaque chambre, il y a papa, maman et 5 enfants, et parfois ça peut poser des problèmes. La population, surtout rurale, et avec un réseau de transport défaillant, parfois il faut faire sur une distance de 10 km, il faut faire 2 heures ou 3 heures de temps en taxi-brousse. Et pour transporter des solutions, parfois, ça peut être extrêmement compliqué. Et il y a encore des pays en Afrique où il y a l'accès à l'électricité, à l'eau potable, peut poser encore un problème. Et là aussi, ça peut être un obstacle. Alors, le problème des ressources humaines, naturellement, au niveau de la formation des médecins, tout simplement, les néphrologues reçoivent souvent les patients en extrême urgence. Ce qui fait qu'il n'y a pas possibilité d'information pré-dialyse, ni de choix de modalité. Et donc, dès que les malades arrivent, on met le cathé et on met sur la machine. Et ça réduit encore les chances de pouvoir les mettre. Même si aujourd'hui, on sait qu'on peut développer quand même le début rapide de la dialyse péritonéale. Mais là aussi, ça demande une formation. Alors, ces patients souvent démunis aussi, parfois, pour les conflits pour suivre une formation. Ce qui fait qu'ils sont orientés ipso facto en hémodialyse. Alors, l'absence de néphrologue est une réalité dans certains pays d'Afrique. Aujourd'hui, nous avons environ une quinzaine de pays d'Afrique où il n'y a aucun néphrologue. J'ai visité récemment la Gambie au mois d'août. J'ai trouvé un centre de dialyse, 50 patients, près de 5 infirmières, aucun néphrologue. Parce que c'est un néphrologue cubain qui était là-bas. Du fait des relations, après, il en a eu marre. Il est parti depuis 2 mois, pas de néphrologue. Et donc, le ministre gambien me demandait la semaine prochaine qu'il veut venir à Dakar. Parce que j'ai dit, et puis le paradoxe, c'est que Dakar est un centre de formation. La Gambie est à l'intérieur de Dakar. On a formé des néphrologues djiboutiens et il n'y a pas de néphrologue gambien. Alors, c'est un faible revenu, l'absence d'offres de formation, mais aussi le faible revenu salarial dans le public et le déficit d'investissement dans le secteur privé. Alors, naturellement, la fuite des cerveaux aussi. Parce que dans certains de ces pays, il y a 0 néphrologue localement, mais si vous allez dans certains pays, vous pouvez trouver facilement une équipe de football de néphrologues qui exercent aux États-Unis, en France ou ailleurs. Et donc ça aussi, c'est un gros souci. Alors, les possibilités donc de solutions pour développer, il y a certainement l'aspect économique qu'il ne faut pas négliger. Réduire le coût des consommables, là, on demandera un effort à l'industrie pharmaceutique, mais aussi à l'État, parce que justement, l'État doit assurer la prise en charge des populations, mais aussi nous sommes convaincus, en tout cas au niveau de la société internationale et au niveau des sociétés savantes, qu'il faut arriver à fabriquer quand même localement
des substances. Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que quand même dans le Maghreb, il y a une bonne... On nous dit qu'en Afrique subsaharienne, il n'y a pas beaucoup de malades. Mais aujourd'hui, en Afrique du Nord, il y a quand même suffisamment de patients et avec l'espoir de croissance qui devrait quand même susciter la possibilité d'avoir une industrie locale, comme en Afrique du Sud, hein, et donc aujourd'hui, qui permet de réduire les coûts. Alors, le remboursement incitatif de la dialyse péritonéale aussi, par rapport à l'hémodialyse, mes collègues en Afrique du Nord sont en train de réfléchir sur toutes les possibilités quand même pour que les médecins néphrologues puissent avoir de l'intérêt à quand même orienter leurs patients en dialyse péritonéale. Et les aspects logistiques aussi, naturellement, il faut avoir un centre de repli pour faire un programme de dialyse péritonéale chronique. Il faut décentraliser les unités de dialyse péritonéale. Là aussi, ça pose un gros souci. Pour le moment, on l'a fait dans les capitales, en Afrique subsaharienne. Il faut des labos de bactéries de référence. Et le soutien logistique pharmaceutique aussi me semble être indispensable. Il faut des néphrologues qui sont très bien sensibilisés, très bien formés à la dialyse péritonéale et qui connaissent aussi l'importance de ce qu'ils sont en train de faire pour mieux soutenir un tel programme. Améliorer les conditions de vie de nos populations, mais aussi la formation des ressources humaines. Moi, je dis toujours, un néphrologue qui n'a jamais vu un patient faire de la dialyse péritonéale ne peut pas parler de dialyse péritonéale pour orienter son patient en dialyse péritonéale. Au contraire, même parfois, c'est quand même ces médecins qui peuvent se retrouver être des détracteurs de la technique, mais avec une formation, en tout cas dans certains centres de formation, comme à Dakar, le néphrologue formé doit passer obligatoirement 1 ou 2 semaines en dialyse péritonéale, ce qui fait qu'à l'issue de ça, quand même, il n'a plus le mythe de cette technique qui devrait être pour des néphrologues universitaires ou des néphrologues plus intelligents que d'autres. Alors, le personnel médical formé et motivé, formation du personnel paramédical, là aussi il ne faut pas oublier, et la formation des néphrologues, et puis des formations continues. C'est pour ça d'ailleurs j'étais surpris d'apprendre que le PD Academy n'a pas eu lieu depuis 5 ans, et ça aussi certainement ça a dû jouer sur cette baisse en termes de possibilités de formation des néphrologues en dialyse péritonéale. Voilà pour conclure, Monsieur le Président, la dialyse péritonéale devait être disponible dans la grande majorité des pays africains. Elle constitue une technique viable et une bonne alternative, et ce n'est plus à démontrer, aux investissements énormes pour l'installation des centres d'hémodialyse dans le pays. Mais la formation du personnel et la mise à disposition de consommables à prix supportables permettrait une forte croissance des programmes de dialyse péritonéale dans nos pays d'Afrique. Et je suis convaincu que nous pouvons le faire. Je vous remercie de votre attention.